Salut et bienvenue. Ce soir, le monde extérieur peut attendre. Il continuera sans vous pendant quelques heures, et il s'en sortira très bien. Ici, il n'y a que le calme, la douceur et votre respiration. Rien d'autre ne vous est demandé. Rien d'autre ne compte. Vous êtes où, là, en ce moment? Sous une couverture, peut-être, dans une chambre silencieuse. Ou allongé dans le noir, les yeux fermés, avec le son de cette voix pour seule compagnie. Dites-le en commentaire, on aime savoir d'où vous nous écoutez ce soir. Ce soir, on parle de plantes. Pas celles que vous arrosez sur un balcon, pas celles qui décorent un salon, celles qui guérissent, celles qui transforment, celles qui ouvrent des portes dans l'esprit que la science commence à peine à cartographier. Des racines utilisées depuis des millénaires par des peuples qui n'avaient pas de microscope, mais qui savaient, d'une manière que nous redécouvrons aujourd'hui, comment la nature pouvait soigner le corps et parfois toucher l'âme. Ce soir, entre la botanique et la conscience, entre la pharmacie et le sacré, 100 faits vous attendent. Doucement. Si ce voyage vous plaît, un pouce en l'air nous aide à continuer. Un geste simple, mais qui compte. Maintenant, laissez vos épaules descendre. Desserrez votre mâchoire. Elle se crispe souvent sans qu'on s'en aperçoive. Sentez le poids de votre tête là où elle repose. Laissez vos mains s'ouvrir, paumes vers le haut ou vers le bas, comme elles veulent. Et votre respiration, ne la contrôlez pas. Laissez-la simplement ralentir. Elle sait comment faire. Tout est prêt. Commençons. L'utilisation des plantes à des fins médicinales est aussi ancienne que l'humanité elle-même. Des traces archéologiques trouvées dans la grotte de Shanidar, en Irak, datant d'environ 60 000 ans, montrent que les Néandertaliens enterraient leurs morts avec des fleurs et des plantes aux propriétés thérapeutiques connues, dont l'achillée millefeuille, l'éphédra et la guimauve. Ces plantes ne poussaient pas naturellement dans la grotte. Elles avaient été apportées intentionnellement. Ce qui signifie que la relation entre l'être humain et les plantes médicinales précède l'écriture, précède l'agriculture, précède même Homo sapiens tel que nous le connaissons. Avant de savoir nommer ce qu'ils faisaient, nos ancêtres savaient que certaines plantes soulageaient la douleur, réduisaient la fièvre ou accéléraient la guérison des blessures. Le papyrus Ebers, l'un des plus anciens traités médicaux connus, date d'environ 1550 avant notre ère. Découvert dans une tombe de Luxor en Égypte, il contient plus de 700 formules médicales et remèdes à base de plantes. On y trouve des prescriptions utilisant l'ail pour les infections, le saule pour la douleur, l'aloès pour les brûlures et le pavot pour calmer les souffrances intenses. Ces prescriptions ne sont pas des superstitions vagues. Elles correspondent, dans beaucoup de cas, à des propriétés pharmacologiques que la science moderne a confirmées des millénaires plus tard. Les médecins de l'Égypte antique ne connaissaient pas les molécules actives. Mais ils observaient les effets, les dosaient avec soin et transmettaient ce savoir de génération en génération avec une précision remarquable. En Chine, le Shennong Ben Cao Jing, attribué au légendaire empereur Shennong, est considéré comme le fondement de la pharmacopée chinoise. Compilé dans sa forme actuelle autour du 1er siècle de notre ère, il classe 365 substances médicinales en 3 catégories. Les substances supérieures, qui nourrissent la vie sans toxicité, les substances moyennes, qui traitent les maladies avec un risque modéré, et les substances inférieures, puissantes, mais potentiellement dangereuses. Ce classement anticipe de façon remarquable la notion moderne de rapport bénéfice-risque. Parmi les plantes documentées, le ginseng, la réglisse et l'astragale sont encore utilisées aujourd'hui, non pas par tradition aveugle, mais parce que des études pharmacologiques modernes ont confirmé plusieurs de leurs effets biologiques. L'Ayurveda, le système médical traditionnel de l'Inde, utilise des plantes médicinales depuis au moins 3000 ans. Des textes fondateurs comme le Charaka Samhita et le Sushruta Samhita décrivent des centaines de préparations à base de plantes, organisées selon une logique complexe des 3 doshas, Vata, Pitta, Kapha, qui représentent des constitutions physiologiques et psychologiques. Le curcuma pour l'inflammation, l'ashwagandha pour le stress, le neem pour les infections, le tulsi pour l'immunité, ces plantes, longtemps marginalisées par la médecine occidentale,
font aujourd'hui l'objet de recherches cliniques dans des universités du monde entier. L'Ayurveda ne se contente pas de traiter un symptôme, il cherche l'équilibre du système entier. Et cette vision holistique, autrefois considérée comme pré-scientifique, retrouve une pertinence inattendue à l'ère de la médecine systémique. Hippocrate, considéré comme le père de la médecine occidentale, utilisait abondamment les plantes dans sa pratique. Sa célèbre maxime « que ton aliment soit ton médicament » reflète une vision où la frontière entre nutrition et pharmacopée n'existait pas. Il prescrivait l'écorce de saule pour la douleur, le fenouil pour la digestion, l'orge pour la convalescence. Et sa pharmacopée comprenait environ 400 substances d'origine végétale. Pendant 2000 ans après Hippocrate, la phytothérapie est restée le cœur de la médecine en Europe, jusqu'à ce que la révolution chimique du XIXe siècle commence à isoler les principes actifs et à fabriquer des médicaments de synthèse. Mais même aujourd'hui, environ 25% des médicaments modernes dérivent directement de composés végétaux. La dette de la pharmacie envers les plantes est immense et souvent invisible. Laissez ces histoires anciennes vous envelopper comme une couverture douce. Elles viennent de loin, elles ont traversé des siècles. Et ce soir, elles vous accompagnent vers le repos. L'aspirine, l'un des médicaments les plus consommés au monde, trouve son origine dans l'écorce de saule. Depuis l'Antiquité, les peuples d'Europe, d'Asie et d'Amérique utilisaient des décoctions d'écorce de saule blanc pour soulager la fièvre et la douleur. En 1828, le pharmacien allemand Johann Büchner isola la salicine, le composé actif de l'écorce. En 1897, Félix Hoffmann, chimiste chez Bayer, synthétisa l'acide acétylsalicylique, une forme plus douce pour l'estomac, qui devint l'aspirine. Du saule à la pharmacie, un voyage de plusieurs millénaires, condensé dans un comprimé blanc. Et derrière chaque comprimé, des siècles de savoir populaire qui ont guidé les chimistes vers la bonne molécule. La morphine, le plus puissant analgésique naturel connu, est extraite du pavot à opium, Papaver somniferum. Son usage remonte à la Mésopotamie, il y a plus de 5000 ans. Les Sumériens l'appelaient Ulgil, la plante de la joie. La morphine a été isolée pour la première fois en 1804 par le pharmacien allemand Friedrich Serturner, qui l'a nommée d'après Morphée, le dieu grec des rêves. Elle reste aujourd'hui irremplaçable en médecine pour la gestion de la douleur sévère, chirurgie, cancer, soins palliatifs. Et malgré des décennies de recherche, aucune molécule de synthèse ne l'a complètement surpassée pour soulager la souffrance humaine la plus intense. Une plante, une molécule, et des millions de vies soulagées. La quinine, l'un des premiers traitements efficaces contre le paludisme, provient de l'écorce de l'arbre cinchona, originaire des Andes. Les peuples quechua du Pérou utilisaient cette écorce depuis des siècles pour traiter les fièvres. Lorsque les missionnaires jésuites la ramenèrent en Europe au XVIIe siècle, elle révolutionna le traitement du paludisme, une maladie qui tuait des millions de personnes chaque année. La quinine a permis la colonisation européenne des régions tropicales, pour le meilleur et pour le pire. Elle a aussi posé les bases de la pharmacologie moderne, l'idée qu'un composé chimique spécifique, isolé d'une source naturelle, pouvait cibler une maladie précise. C'est une idée que nous tenons pour acquise aujourd'hui. Au XVIIe siècle, c'était révolutionnaire. La digitale pourpre, Digitalis purpurea, est une fleur d'apparence délicate qui contient des glycosides cardiaques puissants. En 1785, le médecin anglais William Withering publia les résultats de 10 ans d'observation sur l'usage d'une préparation à base de digital pour traiter l'hydropisie, ce que nous appelons aujourd'hui l'insuffisance cardiaque. La digoxine, dérivée de la digitale, est encore utilisée en cardiologie moderne pour réguler le rythme cardiaque. C'est l'un des exemples les plus éloquents de l'ethnopharmacologie. Withering avait appris l'utilisation de la digitale non pas dans les livres, mais d'une guérisseuse locale du Shropshire, en Angleterre. Une femme sans formation académique. Une plante qu'elle connaissait par transmission orale. Et un médicament qui sauve des vies depuis plus de 2 siècles. Le curare, poison utilisé par les peuples autochtones d'Amazonie pour enduire leurs fléchettes de chasse, est devenu l'un des outils les plus importants de la médecine moderne. Ce mélange de plantes, principalement des espèces du genre Strychnos et Chondrodendron,
provoque une paralysie musculaire complète en bloquant les récepteurs de l'acétylcholine aux jonctions neuromusculaires. En 1942, Harold Griffiths et Enid Johnson utilisèrent pour la première fois un dérivé du curare, la tubocurarine, comme relaxant musculaire pendant une anesthésie chirurgicale à Montréal. Cette découverte a transformé la chirurgie moderne, rendant possible des opérations qui nécessitaient auparavant des doses dangereusement élevées d'anesthésiques. Un poison de chasse amazonien est devenu un pilier de la salle d'opération. Laissez les images de ces plantes anciennes se poser dans votre esprit. Des racines, des écorces, des feuilles, portées par des mains humaines depuis des millénaires. Le curcuma, Curcuma longa, est utilisé en Inde depuis au moins 4000 ans. Sa substance active principale, la curcumine, possède des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et potentiellement anticancéreuses qui ont fait l'objet de plus de 12 000 publications scientifiques. Des études in vitro et sur des modèles animaux montrent des résultats prometteurs contre l'inflammation chronique, le stress oxydatif et certains processus neurodégénératifs. Cependant, la curcumine a une biodisponibilité naturellement faible. Le corps l'absorbe mal et l'élimine rapidement. Des formulations modernes utilisant la pipérine du poivre noir augmentent son absorption de près de 2000%. Cette épice dorée, qui colore les plats et les tissus depuis des millénaires, est aujourd'hui l'une des substances naturelles les plus étudiées au monde. Le gingembre, Zingiber officinal, est utilisé en médecine traditionnelle chinoise et ayurvédique depuis plus de 2500 ans. Des essais cliniques modernes ont confirmé son efficacité contre les nausées, y compris les nausées de grossesse, les nausées post-opératoires et le mal des transports. Son mécanisme d'action implique des composés appelés gingérol et chogaol qui agissent sur les récepteurs sérotoninergiques dans le tractus gastro-intestinal. Le gingembre possède également des propriétés anti-inflammatoires documentées, comparables dans certaines études à celles de l'ibuprofène pour les douleurs articulaires. Une racine, noueuse et piquante, cultivée sous les tropiques, qui traverse les siècles sans perdre sa pertinence médicale. La valériane, Valeriana officinalis, est l'une des plantes sédatives les plus anciennes et les plus étudiées. Hippocrate lui-même la prescrivait pour l'insomnie. Ces composés, notamment l'acide valérénique, interagissent avec les récepteurs GABA-A dans le cerveau, les mêmes récepteurs ciblés par les benzodiazépines, mais avec une action beaucoup plus douce et sans les risques de dépendance. Des méta-analyses montrent un effet modeste mais réel sur la qualité subjective du sommeil, surtout en usage prolongé de plusieurs semaines. La valériane ne provoque pas de somnolence résiduelle le lendemain. Elle ne crée pas de dépendance. Elle est la preuve qu'une solution douce, patiente et naturelle peut accompagner le sommeil sans le forcer. Ce soir, laissez votre sommeil venir à son propre rythme. La camomille, Matricaria camomilla, peut être la tisane la plus bue au monde avant le coucher. Et ce n'est pas un hasard culturel. La camomille contient de l'apigénine, un flavonoïde qui se lie aux récepteurs des benzodiazépines dans le cerveau, produisant un léger effet anxiolytique et sédatif. Une étude clinique publiée dans le Journal of Clinical Psychopharmacology a montré que l'extrait de camomille réduisait significativement les symptômes d'anxiété généralisée chez des patients diagnostiqués. Ce n'est pas un placebo, c'est de la pharmacologie douce, une molécule végétale qui parle le même langage chimique que votre cerveau. Et depuis des siècles, des millions de personnes ont trouvé le sommeil en buvant cette infusion dorée sans connaître le mécanisme, simplement parce que ça marchait. La lavande, Lavandula angustifolia, est associée au calme et à la relaxation dans la plupart des cultures où elle pousse. Son huile essentielle contient du linalol, un composé terpénique, dont les propriétés anxiolytiques ont été documentées dans des études cliniques. Une étude publiée dans Phytomédecine a montré qu'une capsule de 80 mg d'huile de lavande par jour était aussi efficace qu'un anxiolytique de type benzodiazépine pour réduire les symptômes d'anxiété généralisée, sans les effets secondaires de somnolence, de dépendance ou de sevrage. Le linalol agit en modulant les canaux calciques voltage dépendants dans les neurones, réduisant leur excitabilité. Une fleur violette, un parfum familier
et une pharmacologie aussi précise qu'élégante. L'ashwagandha, Withania somnifera, est l'un des adaptogènes les plus étudiés de la pharmacopée ayurvédique. Son nom signifie littéralement « odeur de cheval » en sanskrit, en référence à la vigueur qu'elle est censée conférer. Des essais cliniques randomisés ont montré qu'un extrait standardisé d'ashwagandha réduisait significativement les niveaux de cortisol, l'hormone du chou, stress, chez des adultes souffrant de stress chronique. D'autres études ont documenté des améliorations de la qualité du sommeil, de la récupération musculaire et même de la performance cognitive sous stress. Le mécanisme implique probablement une modulation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et une interaction avec les récepteurs GABA. Une racine poudreuse au goût terreux qui aide le corps à revenir à son point d'équilibre, doucement, sans forcer, comme un ami patient. Le millepertuis, Hypericum perforatum, est l'une des plantes les plus prescrites en Allemagne pour la dépression légère à modérée. Et ce n'est pas de la médecine alternative marginale. Des méta-analyses publiées dans le British Medical Journal et dans The Lancet ont conclu que le millepertuis est aussi efficace que les antidépresseurs de synthèse pour les formes légères et modérées de dépression avec moins d'effets secondaires. Son mécanisme d'action est complexe et pas entièrement compris. Il semble inhiber la recapture de la sérotonine, de la noradrénaline et de la dopamine simultanément. Cependant, le millepertuis interagit avec de nombreux médicaments, contraceptifs, anticoagulants, immunosuppresseurs, en accélérant leur métabolisme hépatique. C'est un rappel essentiel, naturel ne signifie pas sans risque. Et toute plante puissante mérite le même respect qu'un médicament. Le ginkgo biloba est l'un des arbres les plus anciens encore vivants sur Terre. Son espèce existe depuis environ 270 millions d'années. Elle a survécu aux dinosaures, aux glaciations et à toutes les extinctions de masse. En médecine traditionnelle chinoise, ces feuilles sont utilisées depuis des siècles pour améliorer la circulation sanguine et la mémoire. Des études modernes ont montré que les extraits de ginkgo contiennent des flavonoïdes et des terpénoïdes qui améliorent la microcirculation cérébrale et ont des propriétés antioxydantes. Les résultats cliniques sur la démence sont modestes mais réels pour certains patients. Ce qui est remarquable, c'est qu'un arbre vieux d'un quart de milliard d'années contient dans ses feuilles des molécules qui aident le cerveau humain à fonctionner. Une conversation entre deux formes de vie que des centaines de millions d'années séparent. L'échinacée, Echinacea purpurea, est l'une des plantes médicinales les plus vendues en Occident, principalement comme stimulant immunitaire pour prévenir ou réduire la durée des rhumes. Les peuples autochtones des grandes plaines d'Amérique du Nord l'utilisaient depuis des siècles pour traiter les infections, les morsures de serpents et les douleurs dentaires. Les données scientifiques modernes sont nuancées. Certaines méta-analyses montrent une réduction modeste de la durée et de la sévérité des rhumes. D'autres ne trouvent pas de différence significative par rapport au placebo. Ce que les recherches montrent clairement, c'est que l'échinacée stimule certains aspects de la réponse immunitaire innée, augmentation de l'activité des macrophages et des cellules natural killers. Son efficacité dépend du dosage, de la préparation et de l'espèce exacte utilisée. L'aloe vera, Aloe barbadensis, est utilisé depuis plus de 6000 ans pour le soin de la peau. Les anciens Égyptiens l'appelaient la plante de l'immortalité. Son gel transparent contient plus de 75 composés bioactifs, des vitamines, des minéraux, des enzymes, des acides aminés et des polysaccharides comme l'acémanane. Des études cliniques ont confirmé son efficacité dans le traitement des brûlures légères, des coups de soleil et de certaines dermatites. L'acémanane stimule la prolifération des fibroblastes et la production de collagène, accélérant la cicatrisation. Et au-delà de la peau, le gel d'aloe vera est étudié pour ses propriétés anti-inflammatoires intestinales. Une plante, grasse, discrète, qui pousse dans des sols pauvres et des climats rudes, et qui porte dans ses feuilles charnues une pharmacie silencieuse. Le safran, Crocus sativus, est l'épice la plus chère du monde. Il faut environ 150 000 fleurs pour produire un seul kilogramme de safran séché. Mais au-delà de sa valeur culinaire, des recherches récentes ont révélé des propriétés antidépressives remarquables. Plusieurs essais cliniques ont montré que le safran, à des doses de 30 mg par jour, était aussi efficace que la fluoxétine et l'imipramine dans le traitement de la dépression légère à modérée. Les composés actifs, la crocine et le safranal,
semble moduler les systèmes sérotoninergiques et dopaminergiques. Le safran est aussi étudié pour ses effets sur la mémoire, la libido et le syndrome prémenstruel. Une fleur fragile, cueillie à la main au lever du jour. Et dans chaque stigmate rouge, une chimie d'une précision que les laboratoires tentent encore de reproduire. Le cannabis, Cannabis sativa, est l'une des plantes les plus anciennes domestiquées par l'être humain, et certainement l'une des plus controversées. Des traces archéologiques en Chine datent son utilisation médicinale à plus de 4000 ans. Le système endocannabinoïde, un réseau de récepteurs présents dans tout le corps humain, n'a été découvert qu'en 1988, précisément parce que les chercheurs étudiaient les effets du THC. Ce système régule la douleur, l'appétit, le sommeil, l'humeur et l'inflammation. Le CBD, cannabidiol, un composé non psychoactif du cannabis, est aujourd'hui étudié pour ses effets anxiolytiques, antiépileptiques et anti-inflammatoires. L'Epidiolex, un médicament à base de CBD pur, a été approuvé par la FDA en 2018 pour le traitement de formes sévères d'épilepsie infantile. La plante la plus diabolisée du XXe siècle est devenue, au XXIe, l'une des plus étudiées. La rhodiola, Rhodiola rosea, pousse dans les environnements les plus hostiles de la planète, région arctique de Sibérie, montagnes scandinaves, haut plateau du Tibet. Cette plante adaptogène est utilisée depuis des siècles dans les traditions médicales russes et scandinaves pour combattre la fatigue, le stress et l'altitude. Des essais cliniques modernes ont confirmé ses effets sur la fatigue physique et mentale, avec une amélioration mesurable de la performance cognitive sous stress et de la capacité à maintenir l'attention sur des tâches prolongées. Son mécanisme implique une modulation des niveaux de cortisol et une influence sur les monoamines cérébrales. Une plante qui survit là où presque rien ne pousse et qui aide les humains à persévérer dans les conditions les plus difficiles. Ce soir, vous n'avez aucun effort à fournir, juste être là. Laissez ces parfums imaginaires, lavande, camomille, safran, flotter autour de vous ce soir. Des odeurs douces, anciennes, familières. Des plantes qui veillent sur le sommeil humain depuis bien avant que nous sachions pourquoi. Les champignons ne sont pas des plantes. Ils appartiennent à un règne biologique distinct, les fungi, plus proches des animaux que des végétaux sur l'arbre de l'évolution. Mais dans l'histoire de la médecine traditionnelle, ils ont toujours été classés aux côtés des plantes médicinales. Et certains champignons possèdent des propriétés thérapeutiques que la science moderne redécouvre avec un enthousiasme croissant. Le reishi, Ganoderma lucidum, est utilisé en médecine chinoise depuis plus de 2000 ans comme champignon de l'immortalité. Des études modernes ont identifié des polysaccharides, notamment les bêta-glucanes, qui stimulent certaines fonctions immunitaires. Le reishi est aussi étudié pour ses propriétés calmantes et son potentiel effet sur la qualité du sommeil, via une interaction avec les voies GABAergiques. Lion's mane, Hericium erinaceus, est l'un des champignons médicinaux les plus étudiés pour ses effets sur le cerveau. Des recherches publiées dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry ont montré qu'il contient des composés, les éricénones et les érinacines, capables de stimuler la production de facteurs de croissance nerveuse, NGF, dans le cerveau. Le NGF est essentiel à la survie, à la croissance et à la régénération des neurones. Des études cliniques préliminaires ont montré une amélioration de la cognition chez des patients souffrant de déficits cognitifs légers. Un champignon qui ressemble à une cascade blanche et duveteuse et qui contient dans sa chair des molécules capables d'encourager la réparation neuronale. Le cordyceps, Cordyceps sinensis, est un champignon parasite qui pousse dans le corps des larves d'insectes sur les hauts plateaux tibétains. Cette origine macabre contraste avec sa réputation en médecine traditionnelle chinoise, où il est considéré depuis des siècles comme un tonique d'énergie et de vitalité. Des études modernes ont montré que le cordyceps contient de la cordycépine, un analogue de l'adénosine qui influence le métabolisme cellulaire et pourrait améliorer la captation d'oxygène et la performance physique. Des essais cliniques plus récents examinent ses effets sur la fatigue chronique et la récupération. La nature produit parfois ses remèdes les plus puissants dans ses formes les plus inattendues. La psilocybine est le composé psychoactif principal des champignons dits magiques, principalement des espèces du genre psilocybe. Elle a été utilisée par les peuples mésoaméricains depuis au moins 3000 ans dans des contextes cérémoniels
et spirituelle. Les Aztèques les appelaient Teonanacatl, chair des dieux. Lorsque le chimiste Albert Hofmann, le même qui avait découvert le LSD, isola la psilocybine en 1958, il ouvrit la porte à la recherche scientifique. Puis cette porte s'est fermée pendant 40 ans, sous l'effet de la guerre contre les drogues. Elle s'est rouverte au XXIe siècle avec des résultats cliniques qui ont secoué la psychiatrie tout entière. Des études menées à l'université Johns Hopkins, à l'Imperial College de Londres et à NYU ont montré que 2 ou 3 séances de psilocybine assistées par psychothérapie produisaient des rémissions rapides et durables de la dépression résistante au traitement, là où des années d'antidépresseurs conventionnels avaient échoué. Chez des patients en fin de vie atteints de cancer, une seule séance réduisait l'anxiété existentielle et la peur de la mort de façon significative et durable. 6 mois, parfois plus d'1 an après. La FDA américaine a accordé à la psilocybine le statut de Breakthrough Therapy, thérapie révolutionnaire pour la dépression. Ce qui signifie que l'agence reconnaît que les preuves préliminaires sont suffisamment convaincantes pour accélérer le processus d'approbation. Le mécanisme d'action de la psilocybine dans le cerveau est fascinant. Elle se convertit en psilocine, qui active les récepteurs sérotoninergiques 5-HT2A, provoquant une augmentation temporaire de la connectivité entre des régions cérébrales qui, en temps normal, communiquent peu entre elles. Le réseau du mode par défaut, celui qui maintient le sens de l'identité, la rumination et les schémas répétitifs de pensée, est temporairement désactivé. C'est un peu comme si les murs entre les pièces de votre maison mentale étaient momentanément retirés, laissant la lumière circuler librement. Les chercheurs pensent que cette réinitialisation temporaire permet au schéma de pensée rigide, caractéristique de la dépression et de l'addiction, de se reconfigurer. Et tout cela à partir d'un champignon qui pousse dans l'herbe humide. Laissez votre esprit s'ouvrir, doucement, sans effort. Il n'y a rien à comprendre de plus ce soir. Juste écoutez. L'ayahuasca est une préparation végétale traditionnelle utilisée depuis des siècles, peut-être des millénaires, par les peuples autochtones du bassin amazonien. Le terme vient du quechua. Aya signifie esprit ou âme et huasca signifie liane ou corde. L'ayahuasca est donc littéralement la liane de l'âme. Ce n'est pas une plante unique, c'est un mélange, généralement de 2 plantes, la liane Banisteriopsis caapi et les feuilles de Psychotria viridis. Ce mélange n'est pas un accident, c'est un chef-d'œuvre de pharmacologie intuitive qui a laissé les scientifiques occidentaux perplexes pendant des décennies. La Psychotria viridis contient de la DMT, diméthyltryptamine, l'une des molécules les plus mystérieuses de la neurochimie. La DMT produit des expériences visionnaires intenses lorsqu'elle est administrée par injection ou par inhalation. Mais par voie orale, elle est immédiatement dégradée par les enzymes MAO du système digestif. Elle ne devrait donc avoir aucun effet. C'est là qu'intervient la deuxième plante. La liane Banisteriopsis caapi contient des inhibiteurs de MAO, les bêta-carbolines armine, armaline et tétrahydroarmine, qui bloquent la dégradation de la DMT dans l'intestin, lui permettant d'atteindre le cerveau. Comment des peuples sans instruments de chimie ont-ils découvert cette combinaison précise parmi les dizaines de milliers de plantes de la forêt amazonienne? Cette question reste l'un des grands mystères de l'ethnobotanique. Les chamans amazoniens ont une réponse simple à cette question. Ce sont les plantes elles-mêmes qui leur ont enseigné la combinaison. Dans la cosmologie des peuples du bassin amazonien, les plantes ne sont pas des objets inertes. Elles sont des êtres conscients, dotés d'une intelligence propre, capables de communiquer avec les humains à travers les rêves, les visions et les états modifiés de conscience. L'anthropologue Jeremy Narby, dans son livre Le serpent cosmique, a exploré cette vision du monde et ses parallèles troublants avec certains concepts de la biologie moléculaire. La science n'a pas validé cette cosmologie, mais elle n'a pas non plus expliqué comment ce savoir pharmacologique complexe a pu émerger sans expérimentation systématique au sens moderne du terme. Une cérémonie d'ayahuasca traditionnelle est dirigée par un curandero ou un chaman expérimenté, souvent un ayahuasquero qui a suivi des années de diète stricte et d'apprentissage. La cérémonie se déroule généralement la nuit, dans l'obscurité. Le chaman chante des icaros,
des champs cérémoniels qui sont considérés comme des véhicules de guérison et surveillent l'espace énergétique de chaque participant. Le breuvage est amer, épais, de couleur brun-rouge. Les effets se manifestent généralement après 30 à 60 minutes et durent entre 4 et 6 heures. Ils incluent des visions, des révélations émotionnelles intenses et souvent une purge physique, vomissement ou diarrhée, que les traditions considèrent comme une partie essentielle du processus de nettoyage. L'expérience psychologique de l'ayahuasca est décrite de façon remarquablement cohérente par les participants à travers les cultures. Des visions de serpents, de jaguars et de motifs géométriques complexes sont parmi les images les plus fréquemment rapportées. Des rencontres avec des entités ou des esprits sont décrites par une proportion significative des participants, y compris par des scientifiques et des sceptiques. Des reviviscences autobiographiques intenses, parfois traumatiques, sont courantes, et un sentiment de connexion profonde avec la nature, avec l'humanité, ou avec une forme de conscience universelle est l'un des effets les plus systématiquement rapportés. Ces expériences, qu'elles soient interprétées comme spirituelles ou neurochimiques, laissent souvent des traces durables sur les valeurs, les priorités et les comportements des participants. Des chercheurs de l'Université de São Paulo et de l'Université d'Exeter ont mené des études cliniques sur l'ayahuasca dans le traitement de la dépression résistante. Un essai publié dans Psychological Medicine a montré que 64% des participants ayant reçu une dose unique d'ayahuasca dans un cadre clinique répondaient aux critères de rémission de la dépression, 8 jours seulement après la séance. Des études de neuroimagerie ont montré des modifications de l'activité du cortex singulaire antérieur et du cortex insulaire, des régions impliquées dans le traitement émotionnel et la conscience interoceptive. Ces résultats préliminaires ne sont pas des preuves définitives, mais ils sont suffisamment cohérents pour avoir attiré l'attention de la communauté psychiatrique mondiale. Laissez ces histoires de plantes lointaines, de forêts anciennes, de savoirs portés par des voix humaines. Laissez-les se poser dans votre esprit comme des semences qui germeront peut-être en rêve cette nuit. L'ayahuasca a aussi attiré l'attention des chercheurs travaillant sur l'addiction. Des études observationnelles menées au Brésil et au Canada ont montré que des participants ayant participé à des cérémonies d'ayahuasca dans des centres structurés rapportaient une réduction significative de leur consommation d'alcool, de tabac et de drogue dure. Le chercheur Jordi Riba, de l'Université de Barcelone, a documenté des changements neurobiologiques durables chez des consommateurs réguliers d'ayahuasca, notamment un épaississement cortical dans des régions associées à l'attention et à la régulation émotionnelle. Ces résultats sont préliminaires et issus d'études observationnelles, pas d'essais randomisés. Mais ils pointent vers un potentiel thérapeutique qui mérite une investigation rigoureuse. Le Santo Daime et l'União do Vegetal sont 2 traditions religieuses brésiliennes qui utilisent l'ayahuasca comme sacrement central de leur pratique spirituelle. Fondée dans les années 1930 par Raimundo Irineu Serra, un descendant d'esclaves qui avait travaillé dans les plantations de caoutchouc, le Santo Daime fusionne des éléments du catholicisme populaire, du chamanisme amazonien et des traditions afro-brésiliennes. L'ayahuasca y est appelée Daime, de l'impératif portugais dai-me, donnez-moi. L'utilisation de l'ayahuasca dans un cadre religieux est légalement protégée au Brésil depuis 1992 et des décisions judiciaires aux États-Unis, aux Pays-Bas et en Espagne ont accordé des protections similaires à ces églises. La religion et la pharmacologie se rencontrent dans une tasse. Le tourisme ayahuasquero est devenu une industrie significative en Amérique du Sud, attirant des milliers d'Occidentaux par an vers des centres de retraite au Pérou, en Équateur, en Colombie et au Brésil. Cette influence a créé des opportunités économiques pour les communautés locales, mais aussi des problèmes graves. La demande a généré une prolifération de chamans autoproclamés, sans formation traditionnelle, dont certains ont été impliqués dans des cas d'abus physiques et sexuels envers des participants vulnérables. La surrécolte de Banisteriopsis caapi menace la disponibilité de la liane dans certaines régions. Et la commercialisation d'une pratique sacrée soulève des questions éthiques profondes sur l'appropriation culturelle et le respect des traditions autochtones. La sécurité de l'ayahuasca est un sujet qui nécessite de la nuance. Dans un cadre traditionnel ou clinique contrôlé, les risques physiques sont généralement faibles.
mais l'ayahuasca peut être dangereuse dans certaines circonstances. Les inhibiteurs de MAO contenus dans la liane interagissent avec certains médicaments, notamment les antidépresseurs de type 1-SRS, et peuvent provoquer un syndrome sérotoninergique potentiellement mortel. L'expérience psychologique peut être intensément déstabilisante pour des personnes souffrant de troubles psychotiques ou bipolaires. Et des décès ont été documentés, souvent liés à des interactions médicamenteuses non identifiées, à des dosages inappropriés ou à l'absence de supervision compétente. La plante n'est pas un jouet. Elle mérite le même respect et la même prudence que n'importe quelle substance psychoactive puissante. Le turkey tail, Trametes versicolore, est un champignon commun dans les forêts tempérées du monde entier, reconnaissable à ses bandes concentriques colorées qui ressemblent à une queue de dinde. Il contient des polysaccharides, notamment le PSK et le PSP, qui ont fait l'objet de recherches intensives au Japon et en Chine pour leurs propriétés immunostimulantes. Le PSK est approuvé comme traitement adjuvant du cancer au Japon depuis les années 1980. Il est utilisé en complément de la chimiothérapie pour améliorer la survie et la qualité de vie des patients atteints de cancer gastrique et colorectaux. C'est un champignon qui pousse sur les souches des arbres morts, qui nourrit la décomposition et le recyclage, et qui pourrait aussi aider le corps humain à combattre l'une de ces maladies les plus redoutées. Le chaga, Inonotus obliquus, est un champignon parasite qui pousse sur les bouleaux dans les forêts boréales de Sibérie, du Canada et de Scandinavie. Il ressemble à une grosse masse noire et carbonisée sur le tronc de l'arbre. Pas exactement un objet d'attirance visuelle, mais les peuples de Sibérie l'utilisent depuis des siècles en décoction pour traiter les troubles digestifs, renforcer l'immunité et combattre la fatigue. Des études en laboratoire ont montré que le chaga contient de la bétuline, dérivée de la bétuline du bouleau qu'il parasite, et de mélanine aux propriétés antioxydantes exceptionnellement élevées. Des recherches préliminaires explorent son potentiel anticancéreux et anti-inflammatoire. Un champignon noir, discret, qui pousse dans le froid le plus extrême et qui concentre dans sa chair les défenses chimiques de 2 organismes à la fois. Le paysage légal des substances psychédéliques est en pleine transformation. En 2020, l'État de l'Oregon est devenu le premier État américain à légaliser la thérapie assistée par psilocybine. L'Australie a suivi en 2023, devenant le premier pays au monde à approuver l'utilisation médicale des psychédéliques, psilocybine et MDMA, pour la dépression résistante et le PTSD. Le Canada a accordé des exemptions individuelles permettant l'usage de la psilocybine pour des patients en soins palliatifs. Et des essais cliniques de phase 3 sont en cours dans toute l'Europe et aux États-Unis. La transformation est rapide. Après 50 ans de prohibition quasi totale, le paradigme est en train de basculer. La science force les portes que la politique avait fermées. Les icaros, ces chants thérapeutiques utilisés par les chamans amazoniens pendant les cérémonies d'ayahuasca, ne sont pas de simples accompagnements musicaux. Dans la tradition, chaque icaro est une entité sonore dotée d'un pouvoir spécifique. Certains appellent des visions, d'autres protègent l'espace cérémoniel, d'autres guident le processus émotionnel du participant. Les chamans apprennent leurs icaros pendant des années de diète, des périodes d'isolement en forêt, avec un régime alimentaire strict, pendant lesquels ils entrent en relation avec les esprits de plantes spécifiques. Chaque plante enseignerait un icaro différent. Des musicologues et des anthropologues ont documenté des centaines de ces chants, notant leur extraordinaire complexité mélodique et leur capacité à induire des états émotionnels précis, même chez des auditeurs qui n'ont pas pris d'ayahuasca. Le râpé, une poudre fine de tabac mélangée à des cendres de plantes médicinales, est utilisé par de nombreux peuples autochtones d'Amazonie, souvent en complément de l'ayahuasca. Il est administré par insufflation nasale, à l'aide d'une pipe à 2 embouts appelée tépi. Le tabac, Nicotiana rustica, utilisé dans le râpé, est une variété sauvage bien plus puissante que le tabac commercial, contenant des concentrations de nicotine plusieurs fois supérieures. Dans les traditions amazoniennes, le tabac n'est pas une drogue récréative. C'est une plante maîtresse, sacrée, utilisée pour le nettoyage énergétique, la concentration et la communication avec les esprits. L'anthropologue Johannes Wilbert a consacré un ouvrage entier au rôle du tabac dans les cultures sud-américaines, montrant que sa fonction rituelle, médicale, précède de plusieurs millénaires son usage commercial occidental.
La tradition textile des Shipibo-Konibo du Pérou offre l'un des exemples les plus visuellement frappants de l'intersection entre la médecine végétale et l'art. Les motifs géométriques complexes, appelés kene, qui ornent leurs textiles, leurs céramiques et leurs peintures corporelles, sont considérés par les Shipibo comme des représentations visuelles des champs thérapeutiques, les ikaros. Chaque motif correspondrait à un son, à une vibration, à une intention de guérison. Les femmes Shipibo, qui réalisent ces motifs, les décrivent comme des chansons visuelles, des formes qu'elles voient pendant les cérémonies d'ayahuasca et qu'elles transcrivent ensuite en broderie. C'est une forme de notation musicale sans notes, une partition faite de géométrie, de couleurs et de vision. La science n'a pas validé ce lien, mais la cohérence culturelle de cette correspondance entre son, vision et motif reste l'un des phénomènes les plus fascinants de l'anthropologie sensorielle. La Salvia divinorum, la sauge des devins, est une plante originaire du sud du Mexique, utilisée par les peuples mazatèques dans des rituels de guérison et de divination. Son composé actif, la salvinorine A, ne ressemble chimiquement à aucune autre substance psychoactive connue. Elle n'agit pas sur les récepteurs sérotoninergiques comme les psychédéliques classiques. Elle est un agoniste sélectif des récepteurs kappa-opioïdes, un mécanisme unique qui produit des effets de dissociation profonde et de distorsion de la conscience corporelle. L'expérience est brève, quelques minutes, mais d'une intensité que les participants décrivent souvent comme surpassant celle de tous les autres psychédéliques. Son statut légal varie considérablement d'un pays à l'autre. La salvia rappelle que la pharmacologie des plantes réserve encore des surprises à un moment où nous pensions avoir cartographié les principales classes de substances psychoactives. L'une des observations les plus intrigantes de l'ethnobotanique amazonienne concerne la diversité des préparations. L'ayahuasca elle-même n'est pas un breuvage standard. Les recettes varient d'une tradition à l'autre, d'un chaman à l'autre, d'une cérémonie à l'autre. Certaines préparations incluent un troisième ou un quatrième ingrédient végétal. Des plantes comme la chirixanango pour les douleurs corporelles et le froid émotionnel, ou le toé, Brugmansia suaveolens, une plante de la famille des solanacées aux propriétés fortement dissociatives et potentiellement toxiques. Le toé est considéré par beaucoup de chamans comme une plante dangereuse qui ne devrait être utilisée que par les guérisseurs les plus expérimentés. Cette pharmacopée modulaire, la capacité de construire des préparations sur mesure en combinant des plantes spécifiques pour des besoins spécifiques, est l'un des aspects les plus sophistiqués de la médecine amazonienne. La préparation de l'ayahuasca est un processus lent et ritualisé, qui reflète la philosophie même du breuvage. La liane Banisteriopsis caapi est d'abord coupée en segments, puis écrasée à l'aide d'un pilon en bois pour exposer les fibres intérieures. Les feuilles de Psychotria viridis sont soigneusement lavées et sélectionnées. Les ingrédients sont ensuite superposés dans une grande marmite, couche de liane alternant avec les couches de feuilles, puis couvert d'eau. La cuisson dure de 8 à 12 heures, parfois plus, à feu doux, réduisant le volume plusieurs fois. Le chaman surveille la cuisson avec une attention constante, chantant parfois des ikaros pour charger la préparation. Le résultat est un liquide épais, de couleur brun foncé, au goût amer et terreux, dont chaque lot est unique. Ce breuvage n'est pas un produit industriel standardisé, c'est une création vivante, façonnée par la main, l'intention et la patience du guérisseur. La DMT, diméthyltryptamine, n'existe pas seulement dans les plantes amazoniennes. Elle est présente dans le corps humain. Le cerveau la synthétise naturellement, à partir du tryptophane, via une enzyme appelée INMT. Cette découverte, confirmée par des chercheurs de l'Université du Michigan en 2019 sur des modèles animaux, a profondément marqué le débat sur la conscience et les états modifiés. Pourquoi le cerveau produit-il une molécule qui, à dose suffisante, provoque des hallucinations visuelles intenses et un sentiment de dissolution de l'ego? Les hypothèses vont du rôle protecteur en cas de stress extrême à une implication dans les expériences de mort imminente. Le neuroscientifique Rick Strassman, auteur de DMT, de Spirit Molecule, a proposé que la DMT pourrait être impliquée dans les rêves, la naissance et la mort. Ces hypothèses restent spéculatives,
Mais le fait que votre cerveau fabrique cette molécule visionnaire est, en soi, un fait remarquable. Le LSD, diéthylamide de l'acide lysergique, a été synthétisé en 1938 par Albert Hofmann à partir de l'ergot de seigle, un champignon parasite des céréales. Hofmann ne découvrit ses effets psychoactifs que 5 ans plus tard, en 1943, lors d'une absorption accidentelle. Le LSD est l'une des substances psychoactives les plus puissantes connues. Des doses de l'ordre du microgramme suffisent. Pendant les années 1950 et 1960, il fut utilisé dans des milliers d'études psychiatriques, traitement de l'alcoolisme, de l'anxiété, de la dépression, avec des résultats souvent prometteurs. Puis, sous la pression de la contre-culture et de la guerre froide, la recherche fut interdite. Depuis les années 2010, elle reprend avec rigueur, et les résultats confirment que le LSD, dans un cadre contrôlé, peut catalyser des transformations psychologiques profondes. La mescaline est le composé psychoactif principal du peyote, l'Ophophora williamsi, un petit cactus qui pousse dans les déserts du nord du Mexique et du sud du Texas. Les peuples autochtones de cette région, notamment les Huichol et les Navajos, utilisent le peyote dans des rituels sacrés depuis au moins 5700 ans, selon des datations au carbone sur des spécimens retrouvés dans des grottes au Texas. La mescaline produit des visions colorées, un sentiment d'unité avec la nature et une introspection profonde. L'Église native américaine utilise le peyote sacramentellement, et cette utilisation est légalement protégée aux États-Unis. La mescaline fut l'un des premiers psychédéliques à être étudié scientifiquement. Aldous Huxley décrivit son expérience dans Les Portes de la Perception en 1954, un livre qui a profondément influencé la culture occidentale. L'iboga, Tabernanthe iboga, est un arbuste originaire du Gabon et du Cameroun. Son écorce, racine, contient de l'ibogaïne, un alcaloïde psychoactif utilisé dans les cérémonies d'initiation du bouiti, une tradition spirituelle gabonaise vieille de plusieurs siècles. L'ibogaïne produit une expérience visionnaire intense, pouvant durer de 24 à 36 heures, souvent décrite comme un examen complet et détaillé de sa propre vie. Plus remarquable encore, l'ibogaïne est étudiée comme traitement potentiel de la dépendance aux opioïdes. Des études observationnelles ont montré que certains patients dépendants à l'héroïne rapportaient une disparition complète du syndrome de sevrage après une seule administration d'ibogaïne. Les mécanismes sont complexes et pas entièrement compris. Ils impliquent probablement une réinitialisation des circuits de récompense dopaminergique et une action sur les récepteurs NMDA. Le San Pedro, Echinopsis pachanoi, est un cactus colonnaire originaire des Andes, utilisé dans les cultures andines depuis au moins 3000. Des céramiques de la civilisation chavine, au Pérou, représentent des prêtres tenant des segments de San Pedro lors de cérémonies. Ce cactus contient de la mescaline, comme le peyote, mais dans des concentrations différentes et avec un profil alcaloïdien plus complexe. Les curandéraux des Andes l'utilisent pour le diagnostic des maladies, la divination et la guérison spirituelle. L'expérience du San Pedro est souvent décrite comme plus douce et plus contemplative que celle du peyote. Une connexion avec la nature et le cosmos, vécue les yeux ouverts, souvent dans des paysages montagneux d'une beauté à couper le souffle. Laissez ces visions de désert, de montagnes et de forêts anciennes se dissoudre. Ce soir, le seul voyage qui compte est celui vers le repos. L'ethnobotanique est la discipline scientifique qui étudie la relation entre les peuples humains et les plantes, comment ils les nomment, les utilisent, les cultivent, les vénèrent et les transformant. Le terme a été forgé par le botaniste américain John Harshberger en 1895, mais la pratique existe depuis que les humains s'intéressent au savoir des autres cultures. L'ethnobotaniste le plus influent du XXe siècle est sans doute Richard Evans Schultes, professeur à Harvard, qui passa plus de 12 ans dans la forêt amazonienne avec les peuples autochtones, documentant des centaines de plantes médicinales et psychoactives et les savoirs associés. Son travail a posé les bases de la bioprospection moderne, la recherche systématique de composés bioactifs dans les pharmacopées traditionnelles. Le savoir ethnobotanique est en danger. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 80% de la population mondiale dépend encore, au moins partiellement, de la médecine traditionnelle à base de plantes.
Mais ce savoir est oral, non codifié, et principalement transmis par des aînés dont le nombre diminue. Chaque fois qu'un chaman meurt sans avoir transmis ses connaissances, c'est l'équivalent d'une bibliothèque qui brûle, un patrimoine irremplaçable de savoir accumulé sur des siècles d'observation et d'expérimentation. Les linguistes estiment que la moitié des 7000 langues actuellement parlées dans le monde disparaîtront d'ici la fin du siècle. Et avec chaque langue disparue, des noms de plantes, des recettes thérapeutiques et des compréhensions écologiques irremplaçables s'éteignent à jamais. La forêt amazonienne abrite environ 80 000 espèces de plantes vasculaires, dont moins de 1% ont fait l'objet d'études pharmacologiques approfondies. On estime que l'Amazonie contient des milliers de composés bioactifs encore inconnus de la science. Pourtant, la déforestation détruit environ 10 000 km² de forêt amazonienne chaque année. Chaque hectare détruit emporte potentiellement des espèces végétales qui n'ont jamais été étudiées et dont certaines auraient pu contenir des traitements pour des maladies que nous ne savons pas encore guérir. C'est une course contre le temps. Et pour l'instant, le temps gagne. La biopiraterie est l'appropriation de savoirs traditionnels et de ressources génétiques par des entreprises ou des institutions sans compensation juste envers les communautés d'origine. L'exemple le plus connu est celui de l'ayahuasca. En 1986, un entrepreneur américain a obtenu un brevet sur la plante Banisteriopsis caapi aux États-Unis, un acte qui a provoqué l'indignation des peuples autochtones d'Amazonie. Le brevet a finalement été révoqué en 2003, mais l'épisode a cristallisé un débat mondial sur la propriété intellectuelle des savoirs traditionnels. Le protocole de Nagoya, adopté en 2010, vise à garantir un partage juste et équitable des bénéfices issus de l'utilisation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés. Mais sa mise en œuvre reste inégale. Le concept de doctrine des signatures dominait la médecine européenne du Moyen Âge à la Renaissance. Selon cette théorie, Dieu avait marqué chaque plante d'un signe visible indiquant son utilisation thérapeutique. Les noix, qui ressemblent à un cerveau, devaient être bonnes pour le cerveau. Le haricot rouge, qui ressemble à un rein, soignait les reins. Les fleurs jaunes traitaient la jaunisse. Cette doctrine est scientifiquement infondée. Elle relève du raisonnement analogique, pas de la pharmacologie. Mais elle a eu un effet inattendu. Elle a encouragé les herboristes à tester systématiquement des plantes qui, autrement, n'auraient peut-être jamais été étudiées. Certaines associations fortuites se sont révélées correctes. L'erreur méthodologique a parfois conduit, par accident, à des découvertes utiles. La médecine traditionnelle africaine est l'un des systèmes thérapeutiques les plus riches et les moins étudiés au monde. L'Afrique abrite environ 45 000 espèces de plantes, dont grand nombre sont utilisées en médecine traditionnelle. Le houdia, utilisé par les San du Kalahari comme coupe-faim lors de longues chasses, a attiré l'attention de l'industrie pharmaceutique pour le développement de traitements contre l'obésité. L'Artemisia annua, une plante utilisée en médecine traditionnelle chinoise et également présente en Afrique, a donné l'artémisinine, qui a valu le prix Nobel de médecine à Tuyuyu en 2015 pour son efficacité contre le paludisme. Ce sont les traditions populaires qui ont guidé les chercheurs vers la bonne plante. La science a fait le reste, mais le premier pas venait du savoir ancestral. Laissez ces histoires de forêts et de savoirs anciens vous envelopper. Laissez-les devenir une toile de fond douce pour votre nuit. Dioscoride, médecin grec du 1er siècle de notre ère, compilait le De Materia Medica, une encyclopédie de plus de 600 plantes médicinales qui est restée la référence pharmacologique dominante en Europe, dans le monde arabe et en Inde pendant plus de 1500 ans. Aucun autre texte scientifique de l'histoire n'a maintenu une telle longévité d'influence. Les descriptions de Dioscoride étaient précises, méthodiques et organisées par effet thérapeutique plutôt que par ordre alphabétique. Un choix qui reflétait une pensée médicale, pas botanique. Beaucoup de ces observations, l'opium pour la douleur, le saule pour la fièvre, le poivre pour la digestion, se sont révélées pharmacologiquement correctes. 15 siècles avant la méthode scientifique moderne, Dioscoride pratiquait déjà une forme d'observation systématique qui honorerait n'importe quel chercheur contemporain. Paracels, le médecin et alchimiste suisse du XVIe siècle, a bouleversé la médecine européenne avec un principe qui reste fondamental aujourd'hui.
toutes les choses sont poison et rien n'est sans poison. Seule la dose fait qu'une chose n'est pas un poison. Ce principe, connu sous le nom de seuil de Paracels, est le fondement de la toxicologie moderne. Paracels rejetait la tradition galénique qui dominait la médecine depuis 15 siècles et insistait sur l'observation directe, l'expérimentation et la chimie. Il fut aussi l'un des premiers à utiliser des minéraux, mercure, soufre, fer, en complément des plantes médicinales. Son approche, controversée à l'époque, anticipait la pharmacologie moderne de plusieurs siècles. Les végétalistas de l'Amazonie péruvienne ne sont pas des chamans au sens strict. Ce sont des guérisseurs qui ont établi une relation intime avec des plantes spécifiques à travers des diètes, des périodes d'isolement pouvant durer des semaines ou des mois, pendant lesquelles ils ingèrent des préparations de plantes spécifiques et suivent un régime alimentaire strict. Chaque plante diétée est considérée comme un maître qui enseigne aux guérisseurs connaissances spécifiques, des chants, des visions, des compréhensions sur les maladies. L'anthropologue Françoise Barbira Friedman a documenté cette tradition en détail, montrant que le savoir des végétalistas est structuré, transmissible et cohérent à travers les régions, même entre des communautés qui n'ont eu aucun contact entre elles. La metformine, le médicament le plus prescrit au monde pour le diabète de type 2, dérive d'une plante. La galégine, isolée du Galega officinal, Galega officinalis, était utilisée dans la médecine populaire européenne pour traiter la maladie sucrée depuis le Moyen Âge. En 1957, le pharmacologue français Jean Stern développa la metformine à partir de ce composé végétal. Aujourd'hui, la metformine est étudiée non seulement pour le diabète, mais aussi pour ses effets potentiels sur le vieillissement, le cancer et les maladies neurodégénératives. Une plante fourragère, considérée comme une mauvaise herbe dans les jardins, qui a donné naissance aux médicaments qui aident plus de 150 millions de personnes à gérer leur glycémie chaque jour. Les forêts tropicales couvrent moins de 7% de la surface terrestre, mais elles abritent plus de 50% de toutes les espèces végétales connues. La densité de diversité chimique par hectare y est sans équivalent. Des chimistes de l'université de Zurich ont estimé que chaque espèce de plante tropicale produit en moyenne 7 à 10 composés chimiques uniques, des molécules qu'aucune autre espèce ne fabrique. Si l'on multiplie ce chiffre par les dizaines de milliers d'espèces végétales encore non étudiées, le réservoir de molécules bioactives potentielles est vertigineux. Et chaque jour, des hectares de cette pharmacie vivante disparaissent sous la tronçonneuse ou les flammes. Ce qui n'a pas encore été découvert pourrait être perdu pour toujours. La phytorémédiation est l'utilisation de plantes pour décontaminer des sols pollués, métaux lourds, hydrocarbures, pesticides. Certaines plantes, appelées hyperaccumulatrices, sont capables d'absorber et de concentrer dans leurs tissus des quantités extraordinaires de métaux toxiques sans en mourir. Le tournesol accumule le plomb. La fougère Pteris vittata concentre l'arsenic. Le saule absorbe le cadmium. Ces plantes ne soignent pas directement les humains, elles soignent la terre. Et en soignant la terre, elles soignent indirectement tout ce qui en dépend, les nappes phréatiques, les cultures, les écosystèmes, et finalement la santé des populations qui vivent sur ces sols. La médecine végétale ne concerne pas seulement le corps individuel, elle concerne parfois des écosystèmes entiers. La passiflore, Passiflora incarnata, est utilisée depuis des siècles par les peuples autochtones d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud comme sédatif naturel et anxiolytique. Des études cliniques modernes ont montré que des extraits de passiflore réduisaient significativement les symptômes d'anxiété, dans certaines études avec une efficacité comparable aux benzodiazépines, mais sans les effets secondaires de somnolence excessive et de dépendance. Le mécanisme implique une augmentation de l'activité GABA dans le cerveau. La passiflore est souvent combinée avec la valériane et le houblon dans des préparations phytothérapeutiques pour le sommeil. Une fleur d'une beauté géométrique extraordinaire, complexe, symétrique, presque architecturale, qui calme l'esprit aussi efficacement que certaines molécules de synthèse. Le ginseng, Panax ginseng, est sans doute la plante médicinale la plus vénérée en Asie de l'Est. Son nom botanique Panax vient du grec panakeia, panacée, qui signifie remède à tout.
Et bien que le ginseng ne soit évidemment pas un remède à tout, les études modernes ont documenté un éventail remarquablement large d'effets biologiques. Amélioration de la performance cognitive, réduction de la fatigue, modulation immunitaire et propriétés antioxydantes. Les ginsénosides, les composés actifs du ginseng, sont une famille de plus de 100 molécules différentes, chacune avec des cibles pharmacologiques distinctes. Le ginseng rouge coréen, traité par vapeur et séchage, contient des ginsénosides transformés dont le profil d'activité diffère de celui du ginseng blanc non traité. La transformation de la plante modifie sa pharmacologie, un principe que les traditions empiriques avaient compris bien avant la chimie analytique. Le houblon, Humulus lupulus, est connu principalement comme l'ingrédient qui donne à la bière son amertume caractéristique. Mais le houblon possède aussi des propriétés sédatives documentées. Les cueilleurs de houblon rapportaient historiquement une somnolence inhabituelle pendant les récoltes, un phénomène que la science a plus tard attribué 2-méthyl-3-butandazole, un composé volatile qui se forme lors de la dégradation de certains acides du houblon. Des études cliniques ont montré que la combinaison valériane-houblon améliore significativement la qualité du sommeil par rapport au placebo. Le houblon agit aussi comme phytoestrogène léger, ce qui explique peut-être pourquoi les brasseurs traditionnels observaient des effets hormonaux chez les manipulateurs réguliers. Une plante de la bière, qui se révèle aussi être une plante du sommeil. Hildegard von Bingen, abbesse bénédictine du XIIe siècle, est l'une des premières femmes à avoir compilé un traité systématique de médecine par les plantes en Europe. Son œuvre, Physica, décrit les propriétés médicinales de plus de 200 plantes, ainsi que des pierres et des animaux. Elle prescrivait le fenouil pour la digestion, la violette pour la mélancolie et la tanésie pour les parasites intestinaux, ce qui distingue Hildegard des autres. Herboriste de son époque, c'est sa vision holistique. Elle considérait la maladie comme un déséquilibre entre le corps, l'âme et l'environnement, anticipant de 8 siècles certaines approches de la médecine intégrative moderne. Ses écrits, longtemps oubliés, ont été redécouverts au XXe siècle et font aujourd'hui l'objet d'études pharmacognostiques qui confirment la pertinence de plusieurs de ses prescriptions. Pendant l'âge d'or de la civilisation islamique, du 8e au 14e siècle, les pharmaciens arabes ont développé la pharmacopée la plus avancée du monde médiéval. Ils inventèrent la distillation, le sirop pharmaceutique, la pilule enrobée et le concept même de pharmacie comme discipline distincte de la médecine. Le canon de la médecine d'Ibn Sina, Avicenne, décrit plus de 760 substances médicinales, dont la majorité d'origine végétale. Les pharmacopées arabes intégrèrent et enrichirent les connaissances grecques, indiennes, persanes, créant une synthèse sans précédent. Beaucoup de termes pharmaceutiques modernes, sirop, élixir, alcool, alchimie, viennent de l'arabe. La pharmacie moderne est, en grande partie, une invention arabo-musulmane. Les alcaloïdes, ces composés azotés que les plantes produisent pour se défendre contre les herbivores, constituent l'une des familles de molécules les plus importantes en pharmacologie. La caféine, la nicotine, la morphine, la quinine, la cocaïne, la strychnine, la colchicine, la vincristine, l'atropine, toutes sont des alcaloïdes. Environ 20% de toutes les espèces végétales produisent des alcaloïdes. Ces molécules sont biologiquement actives, précisément parce qu'elles ont été sélectionnées par l'évolution pour interagir avec les systèmes nerveux des animaux, pour les repousser, les paralyser ou les tuer. Ce qui est toxique pour un herbivore peut être thérapeutique pour un humain, à la bonne dose. Les alcaloïdes sont la preuve vivante que la guerre chimique entre les plantes et les animaux a produit, par effet collatéral, certains des médicaments les plus puissants de l'histoire. Les champignons mycorhiziens ne se contentent pas de transporter des nutriments entre les arbres. Des études récentes de l'Université de Colombie-Britannique ont montré que les réseaux mycorhiziens transfèrent aussi des signaux chimiques de défense. Quand un arbre est attaqué par des insectes, les composés d'alarme voyagent à travers le réseau fongique, et les arbres voisins augmentent la production de leurs propres composés défensifs, des terpènes, des phénols, des tanins, avant même d'être attaqués eux-mêmes. C'est un système immunitaire distribué à l'échelle de la forêt. Et les molécules défensives que les arbres produisent en réponse sont exactement les mêmes que celles que nous utilisons en phytothérapie.
l'immunité de la forêt et la pharmacie humaine partagent un vocabulaire chimique commun. Un lien invisible entre le sous-sol forestier et l'armoire à pharmacie. Ce soir, laissez le temps s'allonger devant vous comme un fleuve tranquille. Il n'y a nulle part où aller, rien à saisir, rien à retenir. La neuroplasticité, la capacité du cerveau à se remodeler structurellement, est l'un des domaines où les psychédéliques montrent les résultats les plus prometteurs. Des études menées par le neuroscientifique David Olson à l'Université de Californie à Davis ont montré que la psilocybine, la DMT et le LSD stimulent la croissance de nouvelles dendrites et synapses dans les neurones corticaux, un processus appelé neuroplasticité structurelle. En d'autres termes, une seule dose peut physiquement recabler certains circuits cérébraux. Cela pourrait expliquer pourquoi les effets thérapeutiques des psychédéliques persistent longtemps après que la substance a quitté le corps. Ce ne sont pas seulement des expériences subjectives, ce sont des événements biologiques qui modifient l'architecture même du cerveau. Le concept de set and setting, l'état d'esprit et l'environnement, est considéré comme le facteur déterminant de la qualité d'une expérience psychédélique. Timothy Leary a popularisé ce terme dans les années 1960, mais le principe est connu des chamans depuis des millénaires. Le set désigne l'état mental, émotionnel et intentionnel de la personne avant l'expérience. Le setting désigne l'environnement physique et social, le lieu, les personnes présentes, la musique, la lumière. Des études modernes confirment que ces facteurs prédisent de façon très significative si l'expérience sera vécue comme transformatrice ou comme terrifiante. C'est une leçon profonde. La même molécule, dans le même cerveau, peut produire des résultats radicalement différents selon le contexte. Le contenant façonne le contenu. La MDMA, parfois appelée ecstasy, bien que synthétique, partage avec les plantes médicinales une histoire d'utilisation thérapeutique redécouverte après des décennies de prohibition. Développée en 1912 par Merck, elle a été utilisée dans les années 1970 à 1980 par des psychothérapeutes qui la trouvaient remarquablement efficace pour faciliter l'ouverture émotionnelle et le traitement des traumas relationnels. Après son interdiction en 1985, la recherche a cessé pendant 2 décennies. Depuis les années 2000, MAPS, l'association multidisciplinaire pour les études psychédéliques, a mené des essais cliniques rigoureux montrant que la MDMA assistée par psychothérapie produisait des taux de rémission du PTSD de 67 à 71% contre 32% pour la thérapie seule. Ce résultat est sans précédent dans l'histoire du traitement du trauma. La kétamine, un anesthésique utilisé depuis les années 1960, s'est révélé être l'un des antidépresseurs à action la plus rapide jamais découvert. Contrairement aux antidépresseurs conventionnels, qui mettent des semaines à agir, la kétamine peut réduire les symptômes dépressifs en quelques heures. Son mécanisme implique les récepteurs NMDA et une cascade de signalisation qui stimule la production rapide de BDNF, un facteur de croissance neuronale, et la formation de nouvelles synapses. L'eskétamine, un dérivé, a été approuvé par la FDA en 2019 sous le nom de Spravato pour la dépression résistante. Elle représente le premier mécanisme d'action fondamentalement nouveau en psychiatrie depuis les années 1980. Et tout a commencé avec un anesthésique. Les médicaments ne suivent pas toujours le chemin qu'on leur a tracé. La microdose, l'administration de doses subperceptuelles de psychédéliques, environ 1/10 à 1/20 de la dose active, est un phénomène qui a explosé dans la Silicon Valley et au-delà depuis les années 2010. Les partisans rapportent une amélioration de la créativité, de la concentration, de l'humeur et de l'empathie. Mais les données scientifiques sont encore limitées. Les premières études contrôlées par placebo, notamment celles menées par l'Imperial College de Londres, n'ont pas trouvé de différence significative entre la microdose réelle et le placebo sur la plupart des mesures cognitives et émotionnelles. Ce qui ne signifie pas que les effets rapportés sont faux, mais qu'une grande partie pourrait être attribuable à l'effet d'attente. Le placebo, encore une fois, est un médicament puissant. La relation entre les psychédéliques et la créativité a fasciné les chercheurs depuis les années 1950.
Francis Crick aurait eu l'intuition de la structure en double hélice de l'ADN sous l'influence du LSD. Une anecdote souvent citée mais jamais confirmée. Ce qui est documenté, c'est que des artistes, des écrivains, des musiciens et des scientifiques ont décrit des états de créativité améliorés pendant et après des expériences psychédéliques. Le mécanisme proposé est lié à la réduction du filtrage attentionnel. En réduisant l'activité du réseau du mode par défaut, les psychédéliques permettent des associations inhabituelles entre des idées normalement séparées. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuromodulation. Et cela suggère que la créativité n'est pas seulement ce que le cerveau produit, c'est aussi ce qu'il cesse de bloquer. Laissez votre esprit vagabonder librement ce soir, sans direction, sans objectif, comme l'eau qui coule vers où elle veut. Le thé, Camellia sinensis, est la boisson la plus consommée au monde après l'eau. Et c'est aussi l'une des plantes médicinales les plus étudiées. Le thé vert contient de la L-théanine, un acide aminé unique qui traverse la barrière hémato-encéphalique et modifie l'activité cérébrale. La L-théanine augmente l'activité des ondes alpha dans le cerveau, des ondes associées. Un état de vigilance calme, de concentration détendue. Elle réduit l'anxiété sans provoquer de somnolence. Combinée à la caféine naturellement présente dans le thé, elle produit un état que les pratiquants de méditation zen connaissent bien, alerte mais serein, lucide mais calme. Les moines zen buvaient du matcha avant les longues séances de méditation pour exactement cette raison, sans connaître la L-théanine. Et la science confirme ce que la tradition avait trouvé. Les huiles essentielles sont des composés aromatiques volatiles, extraits des plantes par distillation ou pression à froid. Elles contiennent des terpènes, des phénols, des aldéhydes et d'autres molécules bioactives en concentration élevée. L'aromathérapie, l'usage thérapeutique de ces huiles, a des effets mesurables sur le système nerveux. Des études cliniques ont montré que l'inhalation d'huile essentielle de lavande réduit les niveaux de cortisol salivaire, un marqueur objectif de stress. L'huile de menthe poivrée améliore la performance cognitive et réduit la fatigue. L'huile d'encens, Boswellia, modifie l'activité cérébrale de façon mesurable par EEG. Ces effets ne passent pas par la voie digestive, ils passent par le système olfactif, le seul sens dont les signaux atteignent le cortex sans passer par le thalamus, ce qui explique l'effet immédiat et souvent émotionnel des odeurs. La belladone, Atropa belladonna, est l'une des plantes les plus toxiques d'Europe. Son nom signifie « belle femme » en italien, parce que les femmes de la Renaissance l'utilisaient pour dilater leurs pupilles et se rendre plus attirantes. La belladone contient de l'atropine, un alcaloïde anticholinergique qui bloque l'action de l'acétylcholine. En médecine, l'atropine est utilisée pour dilater la pupille lors d'examens ophtalmologiques, pour traiter certaines bradycardies et comme antidote aux empoisonnements par gaz neurotoxiques. Organophosphorèse, d'armes de séduction cosmétique à médicaments d'urgence en soins intensifs. La belladone illustre la dualité fondamentale de la pharmacologie. C'est la dose qui fait le poison et parfois le remède. La médecine traditionnelle japonaise, le Kampo, est un système thérapeutique basé sur des formulations de plantes importées de Chine et adaptées à la culture japonaise au fil de 15 siècles. Ce qui rend le Kampo unique, c'est son intégration dans le système médical moderne japonais. Des formulations Kampo standardisées sont remboursées par l'assurance maladie nationale et prescrites par des médecins conventionnels. Plus de 80% des médecins japonais prescrivent du Kampo dans leur pratique quotidienne. Des essais cliniques publiés dans des revues internationales ont montré l'efficacité de certaines formulations pour le syndrome du côlon irritable, les bouffées de chaleur et les infections respiratoires. Le Kampo démontre qu'il est possible d'intégrer la médecine traditionnelle et la médecine moderne sans les opposer. La digitale, le curare, la quinine, la morphine, l'aspirine, l'artémisinine, la liste des médicaments modernes dérivés des plantes est longue. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ce processus continue. La vincristine et la vinblastine, deux chimiothérapies essentielles dans le traitement de la leucémie et du lymphome de Hodgkin, sont extraites de la pervenche de Madagascar, Catharanthus roseus. Le Taxol, utilisé contre le cancer du sein et des ovaires, provient de l'écorce de l'if du Pacifique. L'étoposide, utilisé contre le cancer du poumon, dérive de la podophyline,
issus de la podophile. Plus de la moitié des médicaments anticancéreux approuvés entre 1981 et 2010 étaient d'origine naturelle ou inspirés par des composés naturels. Les plantes ne sont pas une médecine du passé. Elles sont une source vivante du présent et de l'avenir. La résistance aux antibiotiques est l'une des plus grandes menaces de santé publique du XXIe siècle. Et les plantes pourraient y apporter une partie de la réponse. Des études ont identifié dans les plantes des composés capables de surmonter les mécanismes de résistance bactérienne, non pas en tuant directement les bactéries, mais en désactivant leur pompe d'efflux, ces protéines qui expulsent les antibiotiques hors de la cellule bactérienne avant qu'ils n'agissent. Des chercheurs de l'Université de Copenhague ont identifié des composés de la réglisse chinoise capables de resensibiliser des bactéries résistantes à la méticilline. C'est une approche entièrement différente, pas la force brute, mais la ruse biochimique. Et elle vient des plantes. La synesthésie induite par les psychédéliques, voir de la musique, entendre des couleurs, n'est pas un phénomène marginal. Elle est rapportée par une majorité de participants sous psilocybine ou LSDA. Dose complète. Des études de neuroimagerie montrent que, pendant l'expérience psychédélique, les barrières entre les aires sensorielles du cerveau deviennent temporairement plus perméables. L'information visuelle se mêle à l'information auditive. Les frontières entre les sens se dissolvent. Ce phénomène illustre un principe fondamental. La séparation nette que nous percevons entre nos sens, la vue, l'ouïe, le toucher, est en réalité une construction du cerveau. Les psychédéliques ne créent pas de nouvelles perceptions. Ils révèlent l'interconnexion sous-jacente que le cerveau, en temps normal, s'efforce de dissimuler pour maintenir une expérience ordonnée du monde. L'expérience mystique occasionnée par les psychédéliques, le sentiment d'unité avec l'univers, la dissolution des frontières du moi, une certitude profonde que tout est connecté, n'est pas un simple effet secondaire. C'est le prédicteur le plus fiable de l'efficacité thérapeutique. Des études de Johns Hopkins ont montré que le degré d'expérience mystique rapporté par les participants pendant la séance de psilocybine corrèle directement avec l'ampleur de l'amélioration clinique de la dépression et de l'anxiété. Ce qui soulève une question philosophique profonde. Si le mécanisme thérapeutique est une expérience subjective de nature spirituelle, que faut-il penser des frontières entre la médecine, la psychologie et la spiritualité ? L'intégration, le processus par lequel un participant à une expérience psychédélique donne du sens à ce qu'il a vécu, est considérée par les chercheurs comme aussi importante que l'expérience elle-même. Sans intégration, une expérience puissante peut rester confuse, déstabilisante ou inutile. Avec un accompagnement structuré, souvent des séances de psychothérapie dans les jours et les semaines suivant l'expérience, les insights, les émotions et les images de la séance peuvent être transformés en changements durables de comportement, de perspective et de relation à soi. Le modèle thérapeutique psychédélique n'est donc pas simplement « prenez cette substance et guérissez ». C'est un processus en 3 phases : préparation, expérience, intégration. Et chacune est essentielle. L'épigénétique, l'étude de la façon dont l'environnement modifie l'expression des gènes sans altérer l'ADN lui-même, ouvre de nouvelles perspectives sur la médecine des plantes. Des études ont montré que certains composés végétaux, les polyphénols du thé vert, les sulforaphanes du brocoli, le resveratrol du raisin, sont capables de modifier des marques épigénétiques spécifiques, influençant l'expression de gènes impliqués dans l'inflammation, la réparation de l'ADN et la croissance cellulaire. Cela signifie que ce que vous mangez aujourd'hui peut modifier la façon dont vos gènes s'expriment demain, et peut-être même influencer l'expression génétique de vos descendants. Les plantes ne guérissent pas seulement vos symptômes, elles dialoguent avec votre génome. L'intelligence végétale est un concept qui suscite un débat intense dans la communauté scientifique. Les plantes n'ont pas de système nerveux, pas de cerveau, pas de neurones. Et pourtant, elles perçoivent leur environnement avec une sophistication remarquable. Elles détectent la lumière, la gravité, la composition chimique du sol, la présence de voisins et les attaques de pathogènes. Elles communiquent entre elles par des composés organiques volatiles et par des signaux souterrains. Elles prennent des décisions, orienter leur croissance vers la lumière, allouer des ressources vers les racines ou les feuilles selon les conditions.
Le neurobotaniste Stefano Mancuso, de l'Université de Florence, argumente que les plantes possèdent une forme d'intelligence distribuée, pas centralisée dans un cerveau, répartie dans chaque cellule. Ce n'est pas la même intelligence que la nôtre, mais c'est peut-être une intelligence plus ancienne, plus patiente et plus durable. L'effet d'entourage désigne le phénomène par lequel les différents composés d'une plante, quand ils sont administrés ensemble, produisent des effets qui diffèrent de la somme de leurs effets individuels. Ce concept a été popularisé dans le contexte du cannabis, où le CBD module les effets du THC et où les terpènes influencent le profil d'effet de la plante entière. Mais l'effet d'entourage s'étend bien au-delà du cannabis. Le millepertuis contient au moins 29 composés bioactifs qui semblent agir en synergie. Le ginseng contient plus de 100 ginsénosides différents. Les formulations traditionnelles, en Ayurveda, en médecine chinoise, en Kampo, combinent délibérément plusieurs plantes pour obtenir des effets que chaque plante seule ne produirait pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles la phytothérapie résiste souvent à la réduction pharmacologique. Quand vous isolez le principe actif d'une plante médicinale, vous perdez parfois l'orchestration qui faisait fonctionner l'ensemble. La phytothérapie fait face à un paradoxe réglementaire dans de nombreux pays. Les plantes médicinales ne sont ni des aliments, ni des médicaments. Elles tombent souvent dans une zone grise réglementaire. En Europe, le règlement sur les médicaments traditionnels à base de plantes permet l'enregistrement de produits phytothérapeutiques sur la base de leur usage traditionnel, sans exiger les essais cliniques randomisés requis pour les médicaments de synthèse. Ce système reconnaît la valeur de l'expérience historique, mais il laisse aussi un espace pour des produits mal dosés, mal caractérisés ou revendiquant des effets non prouvés. La standardisation, garantir qu'un extrait de millepertuis contient toujours la même quantité d'hyperforine, reste un défi technique majeur, car les plantes ne sont pas des usines chimiques. Leur composition varie selon le sol, le climat, la saison et la méthode de récolte. L'axe intestin-cerveau, le système de communication bidirectionnel entre votre microbiote intestinal et votre cerveau, est profondément influencé par les plantes que vous consommez. Les fibres végétales nourrissent les bactéries intestinales bénéfiques, qui produisent à leur tour des neurotransmetteurs. Environ 90% de la sérotonine du corps est produite dans l'intestin, pas dans le cerveau. Les polyphénols du thé vert, du cacao et des baies modifient la composition du microbiote de façon mesurable. Des études récentes montrent que certaines plantes adaptogènes, l'ashwagandha, la rhodiola, exercent une partie de leurs effets anti-stress à travers le microbiote intestinal, pas directement sur le cerveau. Les plantes soignent le cerveau en passant par le ventre. C'est un détour que la science commence à peine à cartographier. Le Shinrin-yoku, le bain de forêt japonais, est une pratique de santé publique reconnue au Japon depuis les années 1980. Elle consiste simplement à passer du temps dans une forêt, en marchant lentement et en engageant ses sens. Des études cliniques rigoureuses ont montré que 2 heures de Shinrin-yoku réduisaient les niveaux de cortisol, abaissaient la pression artérielle, augmentaient l'activité des cellules natural killer du système immunitaire et amélioraient l'humeur de façon significative. Les mécanismes impliquent probablement l'inhalation de phytoncides, des composés volatiles que les arbres émettent pour se défendre contre les pathogènes, et qui, une fois inhalés par les humains, stimulent certaines réponses immunitaires. La forêt ne se contente pas de contenir des plantes médicinales. La forêt elle-même est le médicament. Les plantes toxiques ont joué un rôle central dans l'imagination humaine, mythologique, littéraire et criminelle. La ciguë a tué Socrate. Laconie, le roi des poisons, était utilisé dans l'Europe médiévale pour empoisonner les flèches et les rivaux politiques. Le ricin, extrait du ricin commun, est l'une des toxines biologiques les plus puissantes connues. Quelques milligrammes suffisent pour tuer. Mais même ces plantes mortelles ont trouvé des applications médicinales. La colchicine, extraite du colchique d'automne, mortellement toxique à forte dose, est utilisée à dose thérapeutique pour traiter la goutte et la fièvre méditerranéenne familiale. La frontière entre poison et remède est une question de dose, de forme et de contexte. Les plantes les plus dangereuses nous rappellent que le pouvoir thérapeutique et le pouvoir destructeur sont les 2 faces d'une même chimie. Le café, Coffea arabica, est la drogue psychoactive la plus consommée au monde. Plus de 2 milliards de tasses sont bues chaque jour. La caféine agit en bloquant les récepteurs de l'adénosine dans le cerveau.
l'adénosine étant la molécule qui s'accumule pendant l'éveil et crée la sensation de fatigue. En bloquant ces récepteurs, la caféine supprime temporairement le signal de fatigue. Mais au-delà de la vigilance, le café contient plus de 1000 composés bioactifs, des polyphénols, des diterpènes, des trigonellines, dont les effets sur la santé font l'objet de milliers d'études. Les données épidémiologiques montrent des associations entre la consommation modérée de café et une réduction du risque de diabète de type 2, de maladies neurodégénératives et de certains cancers. Le café n'est pas seulement un stimulant, c'est une pharmacopée dans une tasse. Et ce soir, précisément, il peut attendre jusqu'à demain matin. Le cacao, Théobroma cacao, dont le nom signifie littéralement « nourriture des dieux » en grec, contient de la théobromine, un alcaloïde, aux effets légèrement stimulants et bronchodilatateurs, ainsi que des flavanols aux puissantes propriétés vasodilatatrices. Des études cliniques ont montré que la consommation régulière de cacao riche en flavanols améliore la fonction endothéliale, la capacité des vaisseaux sanguins à se dilater et réduit le risque cardiovasculaire. Les civilisations mésoaméricaines utilisaient le cacao à des fins cérémonielles, médicinales et monétaires. Les Mayas le considéraient comme une boisson sacrée. Et les recherches modernes suggèrent qu'ils avaient probablement raison de le traiter avec respect. Cette plante contient une pharmacologie cardiovasculaire d'une élégance que les cardiologues commencent à prendre au sérieux. Laissez votre corps se relâcher encore un peu. Chaque muscle peut lâcher sa tension. Chaque articulation peut se détendre. Votre corps sait comment se reposer. Laissez-le faire. Les plantes communiquent. Ce n'est pas une métaphore. Les arbres d'une forêt échangent des nutriments, de l'eau et des signaux chimiques à travers un réseau souterrain de champignons mycorhiziens, ce que la biologiste Suzanne Simard a appelé le Wood Wide Web. Quand un arbre est attaqué par un pathogène, il peut envoyer des signaux chimiques à travers ce réseau pour que les arbres voisins renforcent leur défense. Quand un arbre ancien meurt, il peut transférer ses réserves de carbone aux jeunes arbres autour de lui à travers les filaments fongiques. Ce système de communication souterraine bouleverse notre compréhension des forêts. Ce ne sont pas des collections d'individus en compétition, mais des communautés coopératives liées par des réseaux d'échange. Les plantes ne sont pas silencieuses. Elles parlent une langue chimique que nous commençons tout juste à déchiffrer. Les plantes produisent des composés chimiques secondaires, des terpènes, des alcaloïdes, des flavonoïdes, des tanins, non, pas pour nous soigner, mais pour se défendre elles-mêmes. Ces molécules sont des réponses évolutives à des menaces spécifiques, des herbivores qui les mangent, des champignons qui les infectent, des bactéries qui les colonisent, des rayons ultraviolets qui endommagent leur ADN. Ce qui est remarquable, c'est que ces mêmes défenses chimiques végétales interagissent souvent avec les récepteurs du système nerveux humain, parce que les voies biochimiques fondamentales de la vie sont partagées par tous les organismes. L'évolution a créé un langage moléculaire commun, et c'est ce langage partagé qui permet à une feuille de menthe de calmer votre estomac, à un grain de café de vous réveiller et à une fleur de pavot de vous endormir. Le concept d'hormèse offre peut-être la meilleure explication du mécanisme par lequel les plantes nous soignent. L'hormèse est le phénomène par lequel une substance toxique à forte dose produit un effet bénéfique à faible dose en stimulant les mécanismes de défense et de réparation de l'organisme. Les polyphénols du vin rouge, les isothiocyanates du brocoli, les curcuminoïdes du curcuma, tous sont légèrement toxiques. Et c'est précisément cette légère toxicité qui déclenche des cascades de signalisation cellulaire, activant les voies de détoxification, de réparation de l'ADN et de protection antioxydante. Les plantes ne nous soignent pas en nous donnant ce qui nous manque. Elles nous soignent en nous stressant juste assez pour que notre corps se renforce. Un paradoxe élégant. Le kava, Piper metisticum, est une plante originaire des îles du Pacifique Sud, utilisée depuis plus de 3000 ans dans les cultures polynésiennes lors de cérémonies sociales, religieuses et diplomatiques. Le kava contient des kavalactones, des composés qui agissent sur les récepteurs GABA et produisent un effet anxiolytique et myorelaxant sans altérer la clarté mentale. Contrairement à l'alcool, le kava détend sans ébriété et sans gueule de bois. Des essais cliniques ont montré une efficacité comparable à certaines benzodiazépines pour l'anxiété généralisée. Dans les cultures océaniennes, le kava est partagé lors de cercles de kava, des moments de connexion sociale calmes et ritualisés.
Il est la preuve que certaines traditions font mieux que la pharmacie moderne, ce que la pharmacie moderne tente de reproduire. La médecine traditionnelle tibétaine, le Sowa Rigpa, est un système médical vieux de plus de 2500 ans, influencé par l'Ayurveda, la médecine chinoise et le bouddhisme. Il utilise des centaines de plantes, de minéraux et de substances animales dans des formulations complexes dont certaines contiennent jusqu'à 150 ingrédients. Les médecins tibétains traditionnels, les amshi, suivent un apprentissage de plus de 10 ans qui inclut la botanique, la philosophie bouddhiste, l'astrologie médicale et la méditation. Chercheurs de l'université Harvard étudient actuellement certaines formulations tibétaines pour leurs effets sur les maladies neurodégénératives et les cancers. Ce qui frappe les chercheurs occidentaux, c'est la sophistication de ces préparations, des combinaisons synergiques qui semblent conçues non pas pour agir sur une cible unique, mais pour moduler des systèmes entiers. Le kratom, Mitragina speciosa, est un arbre tropical d'Asie du Sud-Est dont les feuilles sont utilisées depuis des siècles comme stimulant à faible dose et comme analgésique à forte dose. Le kratom contient de la mitraginine et de la 7-hydroxymitraginine, des alcaloïdes qui agissent sur les récepteurs opioïdes mu, les mêmes récepteurs que la morphine, mais avec un profil pharmacologique différent. Dans les régions rurales de Thaïlande et de Malaisie, les travailleurs mâchent des feuilles de kratom pour combattre la fatigue et la douleur. En Occident, le kratom est devenu populaire comme alternative aux opioïdes sur ordonnance et comme aide au sevrage. Mais il n'est pas sans risque. Des cas de dépendance et de toxicité ont été documentés. Le débat autour du kratom illustre la tension permanente entre la promesse thérapeutique des plantes et les risques de leur utilisation non encadrée. Laissez votre corps se relâcher un peu plus. Chaque respiration vous emmène un peu plus près du sommeil. Environ 28 000 espèces de plantes sont utilisées à des fins médicinales dans le monde, selon une étude publiée dans le rapport de Kew Gardens en 2017. Ce chiffre est considérablement plus élevé que le nombre d'espèces de plantes cultivées pour l'alimentation, environ 6 000, dont seulement 200 sont cultivées à grande échelle. Ce qui signifie que les humains ont identifié plus de plantes pour soigner que pour manger, et que la pharmacopée végétale mondiale est d'une diversité qui dépasse notre capacité actuelle d'investigation. La plupart de ces 28 000 espèces n'ont fait l'objet d'aucune étude clinique rigoureuse. Leur potentiel reste largement inconnu. Les jardins de plantes médicinales, les jardins de Simple, ont été une institution centrale de la médecine européenne du Moyen Âge à la Renaissance. Chaque monastère, chaque hôpital, chaque école de médecine possédait son jardin, où les plantes étaient cultivées, observées et utilisées pour les préparations thérapeutiques. Le jardin botanique de Padoue, fondé en 1545, est le plus ancien jardin botanique universitaire encore en activité. Il a été créé spécifiquement pour l'enseignement de la médecine. Les étudiants devaient apprendre à identifier les plantes médicinales, à les distinguer des espèces toxiques voisines et à préparer les remèdes. Ces jardins étaient les laboratoires de leur époque. Et leur héritage vit dans chaque jardin botanique du monde. L'herboristerie française a une histoire riche et conflictuelle. Créé en 1778, le diplôme d'herboriste permettait aux praticiens de délivrer et de conseiller des plantes médicinales hors du monopole pharmaceutique. Ce diplôme a été supprimé en 1941 sous le régime de Vichy et n'a jamais été rétabli, ce qui fait de la France l'un des seuls pays européens où la profession d'herboriste n'est pas officiellement reconnue. Des tentatives législatives pour recréer un statut d'herboriste sont régulièrement discutées au Parlement. En Allemagne, en Suisse, au Royaume-Uni, la phytothérapie est intégrée dans le cadre réglementaire de la santé. En France, elle reste dans une zone grise, tolérée, pratiquée, mais sans cadre légal clair. Une plante millénaire prise dans les ronces de la bureaucratie moderne. L'approche One Health, une seule santé, reconnaît que la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes sont interdépendantes. Les plantes médicinales s'inscrivent naturellement dans cette vision. Quand la forêt disparaît, ce ne sont pas seulement des arbres qui sont perdus. Ce sont des systèmes entiers de médecine, d'alimentation et de régulation climatique. La préservation de la biodiversité végétale n'est pas qu'un enjeu écologique. C'est un enjeu de santé publique mondiale. Si le prochain antibiotique révolutionnaire se trouve dans une plante
qui poussent dans une forêt que nous sommes en train de couper, nous ne le saurons jamais. Le futur de la médecine végétale pourrait passer par la biologie synthétique. Des chercheurs de l'université de Stanford ont réussi à programmer des levures pour qu'elles produisent de la thébaïne, un précurseur de la morphine, à partir de glucose simple. D'autres équipes travaillent sur la production de vincristine, de taxol et d'artémisinine dans des micro-organismes modifiés, éliminant la nécessité de cultiver les plantes d'origine, souvent rares, difficiles à cultiver. Cette approche pose des questions éthiques profondes, notamment sur le brevetage de molécules qui appartiennent au patrimoine végétal de l'humanité, mais elle pourrait aussi garantir un approvisionnement stable en médicaments essentiels sans dépendre de la déforestation ou de la surexploitation agricole. La sagesse des plantes, si l'on peut employer ce mot, ne réside pas dans une intelligence consciente. Elle réside dans 450 millions d'années d'évolution. Chaque feuille, chaque racine, chaque pollen est le résultat d'une confrontation continue avec les pathogènes, les prédateurs et les conditions environnementales les plus variées. Les solutions chimiques que les plantes ont développées sont d'une sophistication qui dépasse souvent les capacités de la chimie de synthèse. Et ces solutions sont gratuites, disponibles, renouvelables, à condition que nous préservions les écosystèmes qui les abritent. La pharmacie la plus ancienne du monde a des racines, et elle a besoin que nous prenions soin de son sol. Le moringa, Moringa oleifera, est parfois appelé l'arbre miracle. Et bien que ce surnom soit une exagération commerciale, les données nutritionnelles sont remarquables. Ces feuilles contiennent tous les acides aminés essentiels, des concentrations élevées de fer, de calcium et de vitamines A et C. Ils poussent dans des sols pauvres, résistent à la sécheresse et peut être récolté plusieurs fois par an. Dans les régions du Sahel, le moringa est utilisé pour traiter la malnutrition infantile. Les résultats cliniques montrent une amélioration significative du poids et de la santé des enfants qui reçoivent des suppléments de poudre de moringa. Un arbre qui pousse là où presque rien ne pousse et qui nourrit ceux que les systèmes alimentaires modernes ont oubliés. La spiruline, Arthrospira platensis, n'est techniquement pas une plante. C'est une cyanobactérie, l'un des plus anciens organismes photosynthétiques de la planète. Elle existait déjà il y a 3,5 milliards d'années. Elle contient entre 55 et 70% de protéines complètes, des phycocyanines aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, et un profil nutritionnel dense. Les Aztèques la récoltaient à la surface du lac Texcoco et la consommaient sous forme de galettes séchées. Les Kanambous du lac Tchad font de même depuis des siècles. La NASA a étudié la spiruline comme source alimentaire potentielle pour les missions spatiales de longue durée. Un organisme qui existait avant les plantes, avant les animaux, avant les continents, et qui pourrait nourrir les explorateurs de l'espace. La nuit tombe un peu plus profondément. Laissez ses pensées se dissoudre, comme du sucre dans une eau tiède. Rien ne presse. La propolis, cette résine que les abeilles collectent sur les bourgeons des arbres et utilisent pour protéger et désinfecter leurs ruches, est un exemple fascinant de la médecine des plantes médiatisée par les animaux. Les abeilles sélectionnent instinctivement les résines les plus riches en composés antimicrobiens. La propolis contient plus de 300 composés bioactifs, des flavonoïdes, des acides phénoliques, des terpènes, dont les propriétés antibactériennes, antivirales et antifongiques ont été documentées dans des centaines d'études. Certaines souches bactériennes résistantes aux antibiotiques conventionnels sont sensibles aux extraits de propolis. Les abeilles ne font pas de la pharmacie au sens humain, mais elles pratiquent, à l'échelle de leur colonie, une forme de médecine préventive dont la sophistication chimique rivalise avec nos formulations les plus avancées. Les jardins botaniques du monde entier conservent aujourd'hui environ un tiers de toutes les espèces de plantes connues, vivantes, sous forme de graines ou de tissus cryogénisés. Le Millennium Seed Bank des Kew Gardens, au Royaume-Uni, abrite les graines de plus de 40 000 espèces de plantes sauvages, conservées à moins 20 degrés Celsius dans des chambres souterraines. Le Svalbard Global Seed Vault, en Norvège, la chambre forte de la fin du monde, conserve les graines de cultures alimentaires dans un bunker creusé dans le permafrost arctique. Ces banques de semences sont des polices d'assurance contre l'extinction. Mais elles ne peuvent pas conserver le contexte, les sols, les interactions écologiques, les savoirs traditionnels,
qui donnent à ces plantes leur signification et leur utilité dans des écosystèmes vivants. L'agroforesterie, la pratique de combiner des arbres avec des cultures agricoles sur les mêmes parcelles, est l'une des approches les plus prometteuses pour réconcilier la production alimentaire et la conservation de la biodiversité végétale. Des systèmes agroforestiers traditionnels en Amérique centrale, en Afrique de l'Ouest et en Asie du Sud-Est intègrent des arbres médicinaux avec des cultures vivrières, créant des espaces où la nourriture et la pharmacopée coexistent. L'arbre à Nîmes dans un champ de millet, le cacaoyer sous un canopy d'arbres fruitiers, le café sous des arbres à encens. Ces systèmes ne sont pas des reliques du passé. Des études agronomiques montrent qu'ils sont souvent plus productifs, plus résilients et plus rentables que les monocultures, tout en préservant des dizaines d'espèces médicinales qui disparaîtraient dans un champ conventionnel. La notion de forêt-pharmacie émerge dans la littérature scientifique et dans les pratiques de conservation. Plutôt que de protéger les forêts uniquement pour leur biodiversité ou leur capacité de stockage de carbone, certains programmes de conservation intègrent la valeur pharmaceutique des écosystèmes forestiers dans leurs calculs économiques. On estime que le marché mondial des médicaments d'origine végétale représente plus de 100 milliards de $10 par an. Si cette valeur économique était attribuée aux forêts qui les produisent, la conservation deviendrait non seulement un impératif écologique, mais un investissement financièrement rationnel. La forêt ne vaut pas seulement ce que son bois pourrait rapporter, elle vaut aussi ce que ses molécules pourraient guérir. Et quelque chose de profond se dessine quand on considère, ensemble, toute cette nuit de connaissances. Les plantes nous soignent parce que nous partageons avec elles une chimie fondamentale. Elles et nous sommes construits avec les mêmes briques moléculaires, façonnées par les mêmes forces évolutives, immergées dans le même réseau de vie. Ce n'est pas un hasard que l'aspirine vienne du saule et que la morphine vienne du pavot. C'est le résultat de milliards d'années de coévolution, de dialogue chimique entre les règnes du vivant. Les plantes ne sont pas des usines qui fabriquent nos médicaments par accident. Elles sont nos partenaires dans un réseau de vie dont nous commençons à peine à percevoir l'étendue. Et ce réseau, ce soir, peut vous bercer vers le repos. Les mangroves, ces forêts côtières qui poussent les pieds dans l'eau salée, sont l'un des écosystèmes les plus productifs et les moins étudiés en pharmacologie. La médecine traditionnelle des communautés côtières d'Asie du Sud-Est, d'Afrique de l'Ouest et d'Amérique latine utilise des dizaines d'espèces de mangroves pour traiter les infections cutanées, les inflammations, le diabète et les troubles digestifs. Des études phytochimiques récentes ont identifié dans les mangroves des composés anticancéreux, antiviraux et antibactériens uniques, des molécules sélectionnées par des millions d'années d'adaptation à un environnement d'une salinité et d'un stress oxydatif extrême. La mangrove est un pharmacien des marges, un écosystème liminal entre la terre et la mer qui produit des chimies que ni la forêt ni l'océan ne possèdent seuls. La médecine traditionnelle chinoise utilise aujourd'hui plus de 12 000 substances d'origine naturelle, organisées dans une pharmacopée codifiée au fil de millénaires. Les formulations complexes, appelées Fang, combinent généralement 4 types d'herbes. L'herbe empereur, qui traite le symptôme principal, l'herbe ministre, qui amplifie ou complète l'action de l'empereur, l'herbe assistant, qui traite les symptômes secondaires et réduit les effets indésirables, et l'herbe ambassadeur, qui harmonise la formulation et guide les composés vers les organes cibles. Cette architecture hiérarchique, développée il y a plus de 2000 ans, anticipe de façon remarquable la logique des thérapies combinées modernes en oncologie et en infectiologie. L'idée que plusieurs agents, chacun avec un rôle spécifique, produisent un résultat supérieur à la somme de leurs parties. Ce soir, en écoutant ces derniers mots, peut-être sentez-vous que quelque chose s'est ouvert dans votre compréhension du lien entre les plantes et les humains. Ce lien n'est pas romantique, il n'est pas mythique, il est chimique, évolutif et profondément réel. Il traverse les cultures, les siècles et les continents. Et il continue, silencieusement, dans chaque tisane que vous buvez, dans chaque forêt où vous marchez, dans chaque médicament que vous prenez sans savoir qu'il est né d'une racine, d'une feuille ou d'une écorce. Et ainsi, notre voyage de ce soir touche doucement à sa fin. Nous avons traversé des millénaires de savoir humain sur les plantes qui soignent. De l'écorce de saule aux champignons magiques,
des jardins monastiques aux forêts amazoniennes, des guérisseuses du Shropshire aux neuroscientifiques de Johns Hopkins. Nous avons touché les racines de la pharmacie moderne et les branches de la conscience. Nous avons effleuré l'ayahuasca et ses mystères, les molécules psychédéliques et leur capacité à recabler le cerveau et le savoir ancestral des peuples qui n'avaient pas de laboratoire, mais qui savaient observer, goûter, combiner et transmettre, avec une patience que notre époque a peut-être oubliée. Toutes ces plantes, la valériane, la lavande, l'ashwagandha, le kava, laissez-les se dissoudre maintenant dans le calme. Elles ont fait leur chemin ce soir. Elles n'ont plus besoin de vous. Votre esprit peut les laisser partir. Il n'y a rien à retenir, rien à comprendre de plus. Sentez le poids de votre corps là où il repose. Sentez le contact du tissu contre votre peau, la douceur de l'air qui entre et ressort de vos poumons. Vos épaules sont descendues, votre mâchoire est relâchée. Vos mains sont ouvertes, sans rien à tenir. Votre respiration est lente, profonde, et elle n'a pas besoin de vous pour continuer. Quelque part dans votre corps, des molécules font leur travail silencieux. Des cellules se réparent, des souvenirs se revêtent, consolidant. Et le temps ralentit, comme il sait le faire quand on cesse de le compter. Dormez bien, faites de beaux rêves, et bonne nuit.